Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme et on attaque cette vidéo avec un Bitcoin qui rebondit et qui se retrouve au niveau aujourd'hui des 91 000 $. On a la clôture weekly de la semaine dernière qui a finalement tenu le premier arrêt du retracement de Fibo sur tout le mouvement haussier engagé sur Bitcoin depuis novembre 2022. Pour ce qui est du sentiment de marché, on a un léger rebond. On sort de la zone d'extrême peur après avoir touché les plus bas historiques jamais touchés sur l'écosystème crypto. Pour ce qui est des ETF, on a de nouvelles sorties qui sont prévues pour les prochains jours sur plusieurs altcoins. On assiste à un léger retour des inflows sur BTC et ETH. Pour ce qui est de Solana, on a le premier jour d'outflow après 3 semaines consécutives d'inflow depuis le lancement de l'ETF et d'ailleurs un nouvel ETF va voir le jour avec un nouvel émetteur, Franklin Templeton. Pour ce qui est des indices US, on devrait clôturer cette semaine dans le vert avec de belles bougies d'impulsion du côté du SP500 et du Nasdaq. Tout ça corrélé à un dollar index qui reprend la direction du sud, donc on est plutôt dans un environnement qui est propice à la reprise ou au moins à une stabilisation du côté des cryptos. Et on a surtout 4 signaux bullish qui nous arrivent des US, particulièrement du côté des politiques monétaires de la Fed. On a l'approba de baisse des taux au prochain FOMC qui remonte encore et qui dépasse aujourd'hui les 85%. Bien évidemment, c'est porté par un marché du travail qui est toujours faiblard et surtout par une inflation des prêts à la production qui est plus faible que ce qu'estimaient les marchés. Et enfin, on a un quantitative tightening qui prend officiellement fin début décembre aux US, corrélé à une nouvelle baisse de taux. Ça nous annonce un retour de liquidité sur les marchés pour les semaines à venir. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner toutes les news importantes de l'écosystème et comme d'habitude, on va aller se faire un tour du côté des graphes. Je vous rappelle qu'on sort 3 vidéos par semaine, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et continuer de liker et de commenter nos vidéos. On attaque avec les news du côté de Bitcoin, on a Metaplanet qui lève encore 130 millions de dollars pour acheter davantage de BTC. Du côté de MicroStrategy, on a Michael Saylor qui nous affirme que ses réserves de BTC couvriraient encore sa dette convertible 6 fois si le Bitcoin retombait à un prix moyen d'achat de 74 000 $ et encore 2 fois s'il tombait jusqu'à 25 000 $. Énorme nouvelle également du côté de JP Morgan, une des plus grosses banques aux États-Unis qui vient de déposer une demande d'émission obligataire adossée à Bitcoin. Et en plus de ça, ils ont également déposé un dossier pour lancer un produit Bitcoin à effet de levier indexé sur la performance de l'ETF BTC de BlackRock. Énorme nouvelle également qui est un petit peu passée inaperçue avec l'incertitude en ce moment qu'on voit sur les marchés, mais on a quand même le Texas qui devient le premier État américain à acheter officiellement des bitcoins. Ils viennent d'en acheter 10 millions de dollars pour leurs réserves stratégiques. Toujours du côté des US, on a un membre du Congrès qui affirme que les États-Unis pourraient financer une réserve stratégique de bitcoin en acceptant le BTC comme moyen de paiement pour les impôts. Ça, si ça passe, les amis, c'est une dinguerie. On a également Eric Trump qui nous a fait une petite présentation de son site de société de minage qui s'appelle America Bitcoin. Il affirme qu'il extrait à peu près 2% de l'offre totale de BTC dans le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte des installations comme c'est monstrueux leur histoire. Toujours du côté du minage, on a ce dernier qui aurait repris discrètement en Chine malgré l'interdiction en 2021. Et on a même CryptoQuant qui estime que 15 à 20% du minage mondial de Bitcoin pourrait actuellement provenir de Chine. T'as les mecs qui font ça malgré l'interdiction du gouvernement, ils ont quand même une paire comme ça. On continue les news avec Ethereum et on a Bitmain qui renforce encore ses positions avec l'achat de pratiquement 30 000 ETH pour un peu plus de 80 millions de dollars. Donc l'entreprise poursuit son objectif de détenir 5% de l'offre totale d'Ethereum. Donc ça c'était début de semaine et ils ont réitéré, ils ont renforcé encore leur position sur Ethereum avec un nouvel achat de pratiquement 70 000 ETH, pratiquement 200 millions de dollars la semaine dernière, portant ses réserves à plus de 3% de l'offre totale d'ETH en circulation. Du côté des ETF Solana, on va très certainement avoir un nouvel émetteur, en effet Franklin Templeton, donc qui est un gestionnaire d'actifs qui gère quand même 1700 milliards de dollars sous gestion, qui a déposé un formulaire A8 pour l'ETF Sol au comptant. Et comme je vous le disais en début de vidéo, hier on a eu le premier outflow du côté des ETF Solana. Bon, c'est un petit outflow, mais on a quand même été sur pratiquement 3 semaines d'inflow consécutifs. Ça, bien évidemment, ça continue de nous montrer l'appétence institutionnelle du côté de Solana. Toujours sur les ETF, il y en a pas mal qui sortent en ce moment du côté des altcoins. On a eu XRP, on a eu Dogecoin, on va très certainement avoir du coup Link dans les prochains jours. Donc c'est bien parce qu'encore une fois, tout cet argent institutionnel, il va aussi pouvoir se déverser sur les alts. On a aussi Tether qui, comme vous le savez, est l'émetteur de l'USDT qui vient de devenir le plus gros détenteur privé d'or au monde, dépassant toutes les institutions non étatiques. L'entreprise détient désormais 116 tonnes d'or. Autre bonne nouvelle du côté des US, on a la Maison Blanche qui nous annonce que les remboursements d'impôts prévus pour 2026 devraient être les plus élevés jamais enregistrés. Ça, comme vous le savez, c'est plutôt bon pour nous parce que qui dit remboursement d'impôts dit plus de capacité d'investissement du retail. Pour ce qui concerne le conflit entre la Chine et les US, on a le président Trump qui aurait accepté l'invitation à se rendre à Pékin en avril et qui invite Xi Jinping à une visite d'État américaine plus tard dans l'année. On espère parce que franchement, ça commence à être un peu long leur histoire là. Pour ce qui concerne les chiffres macro, on a les chiffres de l'inflation à la production, donc le fameux PPI qui est sorti aux États-Unis. Ce qui est important, c'est de regarder le PPI Core qui tombe en dessous des estimations à 0,1. Donc ça nous montre que l'inflation est toujours présente mais plus faible que ce qu'anticipait le marché. Donc forcément, immédiatement après la publication de ces chiffres, la probabilité d'une baisse de taux en décembre est passée de 80 à 82,7% et on se trouve aujourd'hui très exactement à 85%. D'ailleurs, on a de plus en plus de membres de la Fed qui commencent à prendre position, notamment M. Waller de la Réserve fédérale qui explique que ce qui l'inquiète, c'est le marché du travail et qui préconise une nouvelle baisse des taux. Même chose du côté de Stephen Mirand qui estime que l'économie américaine nécessite d'importantes baisses de taux. Et enfin, pour finir ces news, toujours du côté des États-Unis,
États-Unis, on a Kevin Hassett, ancien conseiller de Coinbase, qui fait figure de favori pour devenir le prochain président de la Réserve fédérale après M. Powell. Comme je vous le disais, du côté des US, on va très certainement clôturer cette semaine avec des indices sur une belle bougie d'impulsion. On est aux alentours pratiquement de 6812 points du côté du SP500. Même chose du côté du Nasdaq qui est en train de ravaler complètement la bougie de la semaine dernière et qui est aujourd'hui à 25 200 points. En plus, on a un dollar index qui reprend tranquillement la direction du sud, donc qui enlève de la pression sur les actifs risqués. Tout ça, ça nous amène forcément à un rebond du côté du sentiment de marché. On était descendu quand même très bas, on était descendu à 10 sur le Fahrenheit, on est aujourd'hui à 23, on sort de la zone d'extrême peur. On va maintenant passer à la partie analyse technique. Je vous fais juste un petit rappel avant, sous chacune de nos vidéos, vous avez un lien si vous souhaitez rejoindre le Merov Club. Une fois à l'intérieur du club, vous aurez accès à tous nos portefeuilles crypto en fonction de votre profil de risque. Dans ces portefeuilles, on vous donne le nom des cryptos sur lesquels on s'expose, les pourcentages d'allocation par crypto, les points d'entrée et les points de sortie. Derrière, vous avez la possibilité de profiter de nos signaux de trading en alpha pour aller saisir les meilleures opportunités court terme du marché. Vous pouvez également faire travailler vos capitaux en automatique grâce à nos robots de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Et enfin, vous avez accès à Q42 qui vous permet de rentrer en anticipé sur les nouveaux projets crypto avant qu'ils soient disponibles au grand public. D'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, on fait une offre Black Friday jusqu'à la fin du mois. Vous avez moins de 30% sur le ticket d'entrée dans le club, c'est le premier lien en description. On démarre l'analyse avec Bitcoin, on commence sur du weekly et comme je vous disais, la clôture weekly de la semaine dernière a parfaitement maintenu le premier arrêt sur tout le mouvement qui était parti du bottom de novembre 2022 jusqu'au top à 126 000 $. Pour le coup, tant qu'on casse pas ce premier arrêt, on est toujours dans des configurations de retracement classiques, dans des continuations de tendance haussière. D'ailleurs, on le voit clairement sur le graphe, tant qu'on vient pas vraiment enfoncer le dernier point bas, il n'y a pas de retournement structurel de marché, on reste haussier sur Bitcoin. Pour ce qui est du plus court terme, on revient sur du daily. Bon, on est venu faire un nouveau plus bas aux alentours des 80 000 $. La mèche a quand même bien été ravalée. On a repris le support des 86 000. On tente de reprendre la zone de support au niveau des 91 000. Là, on a créé une petite zone de fair value gap inversée. Donc là, ce qui serait bien, ça serait de réimprimer un plus bas plus haut que le précédent pour voir une éventuelle reprise de tendance haussière. Si jamais on arrive à s'affranchir de la zone de résistance des 92 000, la prochaine zone importante à venir récupérer, c'est les 96. Au niveau du RSI, on était descendu très bas dans la zone de survente. Là, on a réintégré et ce qui serait intéressant, ça serait vraiment de reprendre justement cette fameuse trendline pour pouvoir repartir en direction des 50. Donc là, ce qui est vraiment très important d'un point de vue de price action, c'est vraiment, comme je vous disais, d'imprimer un plus bas plus haut que le précédent pour pouvoir potentiellement réimprimer une nouvelle structure haussière. Sachant que, comme je vous disais, du côté des ETF, on revoit de l'inflow, mais c'est quand même léger. Hier, avant-hier, on a fait plus 128 millions, on a fini à plus 21 millions hier. On verra comment vont être les datas de la fin de semaine. Pour ce qui est de la Bitcoin dominance, on a une belle reprise sur la zone de support des 58,5. On voit d'ailleurs au niveau du RSI qu'on est en train de réintégrer justement une trendline qui maintenait le cours soit en dessous, soit au-dessus. Donc là, pour le coup, si jamais on est amené à vraiment reprendre la ligne des 50, on pourra avoir une réaugmentation de la Bitcoin dominance et donc une surperformance de BTC vis-à-vis des alts. Pour ce qui est d'Ethereum, on est toujours en train de travailler la zone de rechargement de longue du dernier mouvement. On a une mèche qui nous a amené proche des 2600 $ ces derniers jours, légère reprise depuis, mais bon, on n'a toujours pas repris un plus haut. Donc là, ce qui est important, c'est que si jamais on repart sur un retracement, on imprime comme sur Bitcoin un plus bas, plus haut que le précédent, qui nous permettrait potentiellement de reprendre des structures un peu plus haussières. Au niveau du RSI, on revient au contact de cette fameuse trendline qui tient quand même le RSI depuis très longtemps en compression. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de réussir à s'en affranchir pour potentiellement retourner vers la zone des 50. Donc au niveau price action, vraiment réimprimer un plus bas plus haut que le précédent pour potentiellement repartir déjà au contact dans un premier temps de cette zone de fair value gap. Par contre, si jamais on fait de la continuation baissière, on va déjà retourner au contact des 2750. Si jamais on est amené à casser, la première grosse zone de support sur Ethereum, elle est au niveau des 2400 $. Sachant que c'est pas non plus soutenu massivement du côté des ETF pour Ethereum. Bon, on a eu quelques petites journées d'inflow, 60 millions, 78 millions, 96, 55, mais c'est quand même pas foufou non plus. Pour ce qui est de Solana, un peu la même chose, on a une mèche qui nous a ramené proche des 120 $. On a finalement réussi à maintenir le support des 127. On a fait une tentative de reprise, mais il semblerait qu'on se fasse de nouveau rejeter par la zone de résistance au niveau des 143, 145. On a toujours cette zone de fair value gap là qui a été créée là pendant la descente qui nous a amené sur le support des 140, qui fait toujours office de résistance. A priori, il semble qu'on aille de nouveau se faire rejeter. Ce qui est important, comme sur BTC et sur Ethereum, c'est vraiment de maintenir un plus bas plus haut que le précédent pour potentiellement commencer à réimprimer des structures un peu plus haussières. Au niveau du RSI, ce qui est sympa, c'est qu'on a potentiellement une divergence qui est en train de se confirmer. Vous voyez, au niveau du price action, on descendait sur les 3 points. Là, on a fait un plus bas puis un plus haut qui a été repris par un nouveau plus haut au niveau du RSI. On s'est affranchi en plus de ça de cette trendline baissière. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment reprendre la direction du nord, prendre la ligne des 50 et là, on espère repartir dans un momentum un peu plus haussier. Après, comme vous le savez, ça reste à corréler avec ce que fera Bitcoin. Pour ce qui est de Solana, comme je vous le disais, léger inflow hier, moins 8 millions de dollars, mais on a quand même eu de belles journées. On était, comme je vous le disais, sur 3 semaines d'inflow consécutives. Donc ça soutient quand même aussi pas mal le prix spot. Pour ce qui est de notre ami XRP, on a eu une belle réaction sur la zone de support des 1,93. Bien évidemment, c'est lié au fait que l'ETF sur XRP est sorti. D'ailleurs, il y a eu quand même pas mal d'inflow du côté des ETF XRP, si je dis pas de bêtises. Voilà, la première journée, 243 millions quand même, 25 millions, 8 millions, 120 millions, etc. Donc ça, bien sûr, ça soutient évidemment le prix spot. Donc vraiment belle reprise.
On a créé un léger déséquilibre de marché. Ce qui serait important, ce serait vraiment de le maintenir pour aussi remettre, réimprimer des tendances un peu plus haussières, des structures en tout cas un peu plus haussières, donc avec un plus bas plus haut que le précédent qui pourrait nous marquer un début d'inversion de tendance. Après au niveau du RSI, on est toujours sous trendline de compression. Là, ce qui est important aussi, c'est de la reprendre la ligne des 50 pour vraiment repartir dans un momentum un peu plus haussier. En tout cas, si on se met à réimprimer des tendances un peu plus haussières du côté d'XRP, le prochain plus haut à venir reprendre pour vraiment valider ce retournement de tendance, ça serait le dernier plus haut au niveau des 2,60. Pour ce qui est de NIR Protocol, on revient de nouveau travailler la zone de support au niveau des 1,80$. En plus de ça, on avait créé un gros déséquilibre de marché là pendant ce dernier pump. On a recréé un nouveau déséquilibre de marché par-dessus, ce qu'on appelle une zone de fair value gap inversée. Donc là, pour le coup, c'est signe vraiment que les vendeurs ont éclaté les acheteurs. Donc à mon avis, on est plutôt parti pour faire de la continuation de tendance baissière du côté de NIR. Au niveau du RSI, on avait recassé la ligne des 50, on avait fait pullback dessus, on repart en direction du sud. Donc à mon avis, on va finir par casser malheureusement cette zone de support au niveau des 1,80. Si jamais on prend un petit peu de recul, la prochaine zone de support potentielle d'ailleurs sur NIR, elle se trouvera au niveau des 1,45$, 1,50$. Pour ce qui est de Tao, c'est pas foufou non plus. On s'est fait rejeter par la zone de support au niveau des 270, mais on n'arrive pas du tout à s'affranchir de celle des 320$. A priori, on devrait faire de la continuation de tendance baissière, où je pense au moins revenir visiter le support. On le voit au niveau du RSI, on n'arrive même pas à se rapprocher un peu proche de la ligne des 50. Bon, déjà, on a réintégré cette trendline qui est un premier signe qui pourrait nous amener à une reprise en direction du nord, on l'espère. Mais en tout cas, à mon avis, voilà, dernier espoir pour Tao avant de partir, à mon avis, sur la zone de support au niveau des 225$. Ça serait de revenir réimprimer un plus bas, plus haut que le précédent. Et là, après, pour venir potentiellement inverser la structure, je pense que c'est ce dernier plus haut, là, au niveau des 350$, pardon, qu'il faudrait revenir reprendre. Pour ce qui est de BNB, la dernière mèche nous avait ramené sous les 790$. On a eu une petite reprise, mais on se fait de nouveau rejeter, a priori, là, par la zone de résistance au niveau des 900$. Donc là, ce qui est impératif, si on repart plutôt sur un retracement, c'est de maintenir encore une fois un plus bas, plus haut que le précédent pour potentiellement faire une inversion de structure. Au niveau du RSI, on est sorti de la zone de survente, on a cassé une trendline baissière, à voir ce que nous fera BNB dans les prochains jours. Mais là, a priori, il a plutôt envie de retourner visiter sa zone de support au niveau des 830. Pour ce qui est de notre ami Avax Avalanche, on se fait fortement rejeter par la zone de support au niveau des 12,25$. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une big divergence qui est en train de se mettre en place. Regardez, au niveau du price action, on descend fortement. On reste plutôt plat au niveau du RSI. En plus, elle va peut-être potentiellement pas tarder à être confirmée si on casse ce dernier plus haut. Puis il y a quand même de beaux signaux de reprise. À mon avis, je pense qu'on va déjà dans un premier temps revenir travailler la zone de résistance au niveau globalement des 17$. Et après, si jamais on a un petit retracement suite à la zone de résistance, qu'il faudra aussi, c'est marquer un point bas plus haut que le précédent pour pouvoir aussi, même chose, avoir des inversements de structure. Pour ce qui est de notre ami Sui, on a une configuration qui est assez similaire à celle du Avax, c'est-à-dire que ce dernier point bas est venu casser le point bas d'avril 2025 qui a validé complètement cette reprise haussière. On a un très faible rebond sur la zone de support au niveau des 1,35$. Il semble que de nouveau on se fasse rejeter par la zone de résistance au niveau des 1,70$. Pour ce qui est du RSI, on se fait aussi de nouveau rejeter par la trendline baissière, donc plutôt une continuation de momentum baissier. Je pense que sur Sui, on va revenir visiter la zone de support des 1,35$. Le seul espoir, c'est qu'on fasse un bas plus haut que le précédent qui nous amène potentiellement à venir casser ce dernier plus haut là au niveau des 2,30$ qui pourra commencer à nous montrer une inversion de tendance. On continue avec Virtual qui est revenu prendre support sur la zone des 80 centimes qui pour l'instant reprend difficilement la direction du nord. La prochaine étape déjà, c'est de reprendre la zone de support qui est aujourd'hui résistance au niveau des 1,15$. Ce qui est cool, c'est que sur le RSI, on pourrait s'affranchir d'une trendline baissière qui maintient le cours quand même depuis un moment, depuis avril 2025. Donc pour le coup, ça serait quand même important pour avoir une reprise de momentum un peu plus haussier. Dans un premier temps, l'important, c'est vraiment de reprendre cette prochaine zone de résistance. Si jamais on a un léger rejet, ce qui va être important, c'est de maintenir un plus bas, plus haut que le précédent pour une potentielle reprise de tendance haussière. En plus de ça, on va potentiellement croiser bullish du côté de la MACD, donc on pourra avoir une petite reprise du côté de Virtual. On finit cette vidéo avec le pump qui rebondit bien sur sa zone de support au niveau des 0,002. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sous trendline de compression sur le RSI depuis un moment, depuis le top qui avait eu lieu globalement en septembre 2025. Donc là, on est amené potentiellement à justement casser cette trendline baissière. Très important qu'on casse la ligne des 50 et qu'on puisse reprendre un momentum haussier. Ça fait partie des cryptos, moi que j'ai vraiment pas mal réaccumulé pendant ce dip. Ils ont un revenu qui est énorme, le mindshare ne fait qu'augmenter. Toute la narrative autour de l'écosystème Solana avec le ZTF, c'est quand même un truc qui est en train de se repousser aussi vers la hausse. Donc pour le coup, moi ça fait vraiment partie des cryptos que j'accumule pas mal pendant ce dip. Là, ce qui va être important dans un premier temps, bien évidemment, c'est de revenir reprendre la zone de support au niveau des 0,003. En plus de ça, je pense que quand on va casser cette énorme trendline baissière sur le price action, qu'on va casser la trendline baissière au niveau du RSI, on est en train de recroiser bullish au niveau de la MACD. Je pense qu'il a encore de gros potentiels de performance à nous faire. Mais globalement, comme sur la majorité des structures des altcoins aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on vienne faire des plus bas, si jamais il y a un plus bas plus haut que le précédent, venir enfin réimprimer un W pour pouvoir faire vraiment de la continuation de tendance haussière et repartir un peu plus en direction du nord. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que cette vidéo n'est un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'était JB du Mayor of Club, on se retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, que les marchés vous soient favorables.